Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nouvelle émission dans la pile de vidéos éducatives. Petit à petit, on avance et on dégrossit. Et normalement, vous devez déjà à ce stade-là avoir une vraie vision globale de l'écosystème crypto, bien tout comprendre, avec beaucoup de détails. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations à process. Mais une fois que vous aurez suivi toutes ces vidéos éducatives, franchement, normalement, l'écosystème et l'économie blockchain ne doivent plus avoir de secret pour vous. Vous devez être capable de distinguer très clairement où se trouvent les shitcoins et où se trouvent les tokens qui ont de la valeur. Et on va avancer en termes de cette valeur aujourd'hui. En ajoutant donc une nouvelle pierre, ce modèle donc de calcul de la profitabilité relative des entreprises est appliqué au modèle blockchain. Donc, comment fonctionne un peu tout ce bordel? Et donc, toujours pareil, c'est une brique qu'on va ajouter dans un dessin un petit peu plus grand. Donc, je reprendrai dans une autre vidéo ce qui est dit ici, mais il me semble que cette brique doit être traitée séparément. Donc, concrètement, si on se base sur ça, donc on m'a dit, je fais écho à la vidéo précédente, donc je reviens très vite sur ces notions. Normalement, elles doivent être connues et comprises. Dans la vidéo notamment où je dis 95% de Ponzi et 5% de tokens qui ont de la valeur, on l'a dit, encore une fois, il s'agit dans ce cas-là de faire attention à bien process à travers le schéma de question. Donc d'abord, est-ce que vous avez une utilité quelconque de cette blockchain? Parce que la plupart du temps, on va le voir dans le modèle économique, on va être proche du break-even, c'est-à-dire qu'il ne s'agit en fait que d'un modèle de redistribution de la valeur à l'intérieur. Donc c'est plutôt un modèle favorable à ce qu'on appelle la partie prenante, c'est-à-dire que vous avez très peu de chances d'extraire une valeur profitable de ces réseaux. Pour la plupart, leur but spécifique n'est pas d'extraire de la valeur, mais de redistribuer la valeur à l'intérieur, principalement dans le but de ce que j'appelais la partie prenante, c'est-à-dire ce qui est réellement profitable dans la blockchain, c'est pas d'essayer d'extraire de la valeur brute de l'utilisation des autres, mais d'essayer d'être utilisateur soi-même. Et dans ce cas-là, le fait d'investir dans une blockchain qui produit un service dont vous avez besoin et dont vous vous servez, vous permettra d'utiliser ce service gratuitement. Concrètement, on est dans une économie circulaire, c'est-à-dire que vos propres dépenses sont vos propres recettes. Dans ce cas-là, vous allez investir à hauteur de votre utilité du protocole, ou du projet, ou de la blockchain, peu importe. Ok ? Donc je ne reviendrai pas là-dessus, d'accord ? C'est pour moi la principale des choses. On va juste étayer un petit peu plus cet argumentaire, le démontrer économiquement parlant que la plupart des projets auront une économie circulaire très peu extractrice de valeur. Il ne s'agit donc pas d'investir sur ces tokens, il s'agit d'investir dans sa propre utilité pour en avoir une utilisation gratuite. Ok, bon, on le démontrera. Dans le deuxième point, rappelez-vous, c'était de dire la plupart des blockchains ne servent à rien parce qu'elles sont implémentées à cause de la bulle de hype qu'il y a autour de la blockchain. Tu mets crypto, je sais pas quoi, tu vends un token, c'est fantastique. Il y a tout un tas de connards qui s'empilent pour acheter ça. Donc, comme on l'a dit, ça sert à rien, c'est débile. Cet argent spéculatif, il est très en lien avec les erreurs du cycle passé, c'est-à-dire des VC à tour de bras qui ont mis de la com à tour de bras et des gens débiles qui fonçaient là-dedans tête baissée sans se poser de questions, sans réfléchir au modèle économique, sans réfléchir à la profitabilité, tout ça on s'en fout de toute façon, moi je veux juste acheter bas, vendre haut. Bon, encore une fois, c'était acheter un truc qui sert à rien pour le vendre à un con qui sera prêt à le payer plus haut, c'est clairement un schéma de Ponzi. Donc on fait attention, pour la plupart c'était le cas, par rapport à des raisons qu'on avait déjà décryptées, donc je reviens très rapidement là-dessus, la plupart des cas aujourd'hui d'utilité de la blockchain ne justifient pas une rentabilité. Tout simplement parce que la blockchain coûte plus cher, d'accord, que la mise en place d'une base de données distribuée. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, sinon, on utilise une base de données permissionnée, on n'utilise pas une blockchain. Une blockchain, ça coûte plus cher, donc pour que ça coûte plus cher, il faut que ça apporte des bénéfices supérieurs au coût inhérent de mise en place de l'infrastructure. Donc, on l'a dit, attention, il s'agit bien, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'aller un cran plus loin, de montrer le modèle économique qui rend une blockchain profitable. Comment, dans certains cas de figure, on peut obtenir une rentabilité supérieur au coût inhérent de déploiement et d'entretien. Et c'est hyper important. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas meilleur site pour le faire que celui-ci, c'est-à-dire Token Terminal. Et vous allez ici dans les Financial Statements. Désolé, c'est en anglais, mais c'est comme ça la plupart du temps. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il faut quand même mieux parler plusieurs langues. Voilà, donc,
Comment ça se passe? Vous savez, c'est la beauté de la blockchain. Comme c'est open source et qu'on peut tout voir de toute façon derrière dans les blocs et toute la donnée, en fait, on peut produire des balance sheets comme ça et des financial statements à la demande. Ce qui est beau, c'est que vous voyez, on vous dit par exemple, ouais, la crypto manque de compliance, vous n'avez pas accès aux données, etc. Mon cul, en fait, c'est visible, il suffit juste de les synthétiser. C'est ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est que d'ailleurs, vous pouvez faire des financial statements à la semaine sur Ethereum. Vous pouvez calculer concrètement la rentabilité du protocole à l'année, à la semaine, au mois. Voilà, donc encore une fois, tout ça, ça coûte une burne dans le fonctionnement institutionnel d'une entreprise aujourd'hui. Si on considère Ethereum comme une entreprise décentralisée, d'accord, produire des financial statements sur Ethereum, ça peut se faire à la minute si on veut, parce que tout ça peut être 100% automatisé. Bon, évidemment, ce modèle n'est pas parfait, mais il est très largement beaucoup plus réaliste que les futuristes débiles qui vous vendent des vous allez devenir millionnaire avec ce token. Encore une fois, la plupart du temps, c'est faux. Absolument faux, parce que la plupart des business models ne remplissent pas le schéma sélectif qu'on a vu au préalable, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pratiquement tous, pour moi, au moment où, concrètement, le coût d'opération de la mise en place d'un ledger distribué décentralisé ne pourra pas justifier de marge suffisante par rapport à un opérateur centralisé. Donc concrètement, ça ne sert à rien. En fait, les gens ils vont rester sur le service le moins cher, même s'il est centralisé, sauf si on l'a dit, il y a des problèmes de censure. Ce qui n'est absolument pas le cas sur la plupart des cas d'utilité actuels de nos superbes blockchains du turfu dans le top 100 des cryptos. Et on y reviendra à la fin. Donc, on résume, pas de partie prenante et pas de cas d'utilité générant des marges suffisantes ou des risques de censure évidents, égale absolument, pratiquement aucune chance qu'avec les coûts actuels de mise en place d'une blockchain, qui vont baisser évidemment avec le temps, mais à l'heure actuelle, ces business models ne sont énormément pas rentables et ils ne le seront pas avant plusieurs années, avant que concrètement on puisse baisser significativement les coûts d'accès à ces technologies décentralisées. Ok, donc revenons à nos moutons, balance sheet. Donc d'accord, comment on définit une blockchain profitable, puisque beaucoup m'avaient posé la question, et en soi c'est relativement simple. D'un point de vue comptable, d'accord, alors bon, comme d'hab, j'ai des bases de comptabilité, mais je ne suis pas comptable professionnel, mais j'ai eu des cours de compta à l'école. Donc vous connaissez le système, d'accord, revenus et dépenses, bon j'espère que vous avez compris le truc, comment on fabrique un compte de résultat. Donc c'est relativement simple, je ne vais pas aller plus loin, et puis je ne vais pas vous faire un cours de compta non plus, parce que ce n'est pas très intéressant, mais ici on va rester à l'essentiel, d'accord, en schématisant et en simplifiant relativement. Donc oui, il y a des compromis qui sont faits, c'est pas parfait, mais c'est pas mal, et donc ça reste compréhensible par tout le monde. Donc le but ici va être de se dire, donc dans une blockchain, quels sont les revenus et quelles sont les dépenses, d'accord? Donc on l'a dit, la dépense de la blockchain, ça va être tout ce qui est coût infrastructurel, c'est-à-dire il faut payer ceux qui produisent la sécurité, les validateurs, donc le coût inhérent de la validation ou de la production des blocs, le coût inhérent de la mise en place du software, c'est-à-dire tout ce qui va être team, fondation, etc. D'accord? Donc tout ce qui est dilution du token supply, apparition de nouveaux tokens à la destination de la team, des fondations, etc. Tout ça, pouf, c'est encore une fois une dépense pour le réseau. Donc il faut regarder tous ces tokens qui sont débloqués et qui sont dépensés. Ça constitue la partie dépense de notre compte de résultat pour faire tourner ce modèle blockchain. Ok, donc tout ce qui est dépenses de mise en place de l'infrastructure, tout ce qui est entretien de l'infrastructure et tout ce qui est incentive en tout genre, c'est-à-dire si concrètement je te paye pour utiliser parce que en fait je t'ai donné des tokens gratuits ou je t'ai fait un discount ou peu importe comme on l'a dit, tout ce qui est système de grant et toute connerie du genre, c'est de l'incentive, c'est de la dépense, d'accord? Attention parce qu'une large partie de ces dépenses sont souvent mises en case revenus dans les gens qui me font des modèles complètement bancals pour dire « Ah, regarde combien elle gagne la blockchain, regarde le nombre de TPS. » Non mais allez vous faire foutre, la TPS ça c'est rien du tout, d'accord? Le revenu d'une blockchain, c'est pas TPS fois coût moyen d'une transaction. Ça c'est débile, ça c'est complètement stupide. Si toutes ces transactions, elles ont été générées par des incentives, le revenu, c'est zéro. D'accord? Enfin, le revenu net sera zéro, parce que concrètement, toutes ces recettes, tous ces revenus se retrouveront dans les dépenses. Donc concrètement, derrière, il n'y a rien rien ne se crée, rien ne se perd, les cocos. Hein. Donc on fait attention, tout ce qui est incentive, c'est clairement une dépense. Donc derrière, tous vos revenus incentivisés, c'est pas du revenu net, c'est zéro dans le balance sheet. Ok? Donc hyper important.
Dans ce cas-là, bon, ben, si on part sur Ethereum, c'est bien essentiel de comprendre comment eux structurent le truc. Comme je dis, ce qui est déjà bien, c'est qu'ils ont fait un travail relativement correct. Donc on prend toutes les transaction fees et on prend la part des revenus qui revient au validateur. Seulement, d'accord? On l'a dit, déjà c'est le premier truc. On enlève tout le reste, ok? Puisque comme on dit, sinon on considère que le reste, c'est ce qui est payé, d'accord? Puisqu'encore une fois, la part des transactions qui va au validateur sert à valider, donc sécuriser. C'est encore une fois une dépense de sécurité. Donc la partie des revenus qui sert au validateur, elle est retirée pour calculer la profitabilité, le vrai revenu, d'accord? Les earnings. Donc, déjà, le premier truc, c'est ça. On prend tous les transaction fees, les fameux, mais on retire tout ce qui sert à la sécurité. D'accord? Ça nous permet donc de voir la partie des transactions qui est éventuellement profitable. Mais on y retire toutes les tokens incentives. D'accord? Donc, block rewards, blablabla. Ok, hop, sur Ethereum, on obtient donc, sur l'année 2023, 490 millions. D'accord? Millions de dollars de bénéfices. Et je vous rappelle encore qu'en plus, l'unité de compte est en Ethereum. Donc, c'est juste de dire que si le prix de l'Ethereum monte, le revenu en dollars monte en plus. Donc, encore une fois, comme on est très loin des niveaux de valorisation, je l'ai dit, la valorisation moyenne avec mes modèles qui ne sont pas parfaits, voilà, et puis vous ne pouvez pas être d'accord, sont à peu près à 3000, 3400 dollars pour Ethereum. Donc, on est en dessous des 2000. Autant vous dire que vous pouvez déjà faire x2. Ça veut dire, putain, le truc générerait 1 milliard de dollars de bénéfices nets. D'accord? Donc d'incentives et de coûts infrastructurels, c'est quand même pas dégueu. D'accord? Là, on parle de revenus nets, de bénéfices concrètement. Alors sur Ethereum, une large partie de ce bénéfice va se traduire sur le prix, puisque donc il s'agit principalement des token burn. D'accord? C'est-à-dire que ici, la différence entre 1 milliard et 159, c'est la part relative du bénéfice à la génération de fees, qui est considérée comme bénéficiaire, puisque c'est tout ce qui est burn, en fait, pour la plupart. Donc, sur Ethereum, ça va se traduire principalement par une déflation du supply, donc une hausse du prix, autrement dit. Plus ce truc-là monte en valeur, plus il est profitable, plus... Voilà, donc vous avez compris la boucle de rétroaction positive. Attention, encore une fois, à ne pas me mettre ces trucs-là vers l'infini. Sinon, encore une fois, ce que vous n'oubliez pas, c'est que le fee monte également. Donc, ok, c'est bien de dire plus le prix monte, plus le revenu monte, mais il y a un moment donné où les gens vont plus payer le fee. Donc, on fait gaffe. Ok, il y a bien un équilibre, ça ne peut pas être une boucle de rétroaction infinie. Mais voilà le système, il est relativement facile, en fait, à comprendre. D'accord? C'est de dire, si je regarde sur le quarter... Voilà, regardez la croissance des bénéfices quarter on quarter d'Ethereum. Alors bon, là, ça, c'est la mise en place de l'upgrade du merge, d'accord? Donc, comme on l'a dit, attention, évidemment, la mise en place du merge a changé fondamentalement l'émission du token supply. Donc, on ne va pas parler des 2500%, même si, preuve en est à l'époque, je vous avais quand même dit, tous les bolos là, qui racontent n'importe quoi pour dire oh, le merge, c'est de la hype, c'est un narratif. Je lui ai dit, mais juste regardez les métriques et fermez-la, parce qu'en soi, c'est tout sauf un narratif. C'est un changement fondamental dans le modèle économique d'Ethereum qui va devenir profitable. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que déjà Ethereum était à peu près profitable avant grâce à la mise en place de l'EIP 1559, et donc on commençait à générer des revenus en burnant une partie des tokens, mais il y avait quand même une issuance qui était relativement élevée. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette issuance, elle est en diminution, alors que les revenus, eux, sont en explosion. Concrètement, derrière, vous avez une profitabilité. Ok? Donc c'est juste dire quarter on quarter, d'accord? Post-merge, on est quand même à 145% de rythme de croissance. Bon, je vous dis juste comme ça, encore une fois, un truc comme ça se paye une blinde dans l'environnement actuel dans lequel on est complètement déprimé avec un resserrement monétaire, etc. Donc c'est de dire, si dans un resserrement monétaire, vous arrivez à faire une croissance du bénéfice net trimestriel de 140%, quand je vous dis qu'encore une fois, les mecs ont la tête dans la lune sur la valorisation d'Ethereum, c'est n'importe quoi. Bref, encore une fois, ce genre de métrique, quand vous voyez ça sur une entreprise, le prix de l'action, il explose. Donc, faites gaffe comme vous voulez, encore une fois, mais je vous dis attention, encore une fois, au modèle économique. Bon, Ethereum est la première blockchain profitable. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est la seule. Je ne me suis pas tapé la liste non plus, mais vous n'avez pas besoin d'aller très long dans ce truc. Par exemple, si je prends Multiverse X, voilà, bon, mais c'est pas compliqué, c'est un truc en perte. Voilà, ce machin-là, ça perd, d'accord, 10 millions par trimestre. C'était 17 millions de perdus sur le premier trimestre, 20 millions de perdus sur le trimestre d'avant, 24 millions sur le trimestre d'avant. Ok, donc globalement, c'est 175 millions de pertes sur 2022, 338 millions sur l'année précédente. Bon, encore une fois, c'est normal.
D'accord? Je vais rebondir là-dessus. Le business model d'une entreprise, c'est toujours à perte au début. D'accord? Une entreprise, elle promet de la valeur future, mais pour financer le service, elle fonctionne toujours à perte. C'est-à-dire, vous avez généralement une phase d'endettement, d'accord? Contraction de dette, donc concrètement, le résultat net, il est négatif. Et à la fin, vous avez donc normalement stabilisation, puis on commence avec les premiers bénéfices à rembourser sa dette, ce qui petit à petit réduit la charge de cette dette, et hop, transforme l'entreprise en net profit. Et après, normalement, vous avez carrément la phase où on va distribuer un dividende. D'accord? Voilà comment fonctionne une entreprise. Bon, je vous donne le schéma type, qui n'est pas parfait, mais c'est un schéma type. C'est que à l'année 0, d'accord, en général, on obtient ici le remboursement des premières dettes à l'année N+2, N+3. C'est le moment où, après 2 à 3 ans de R&D, d'achat de matériel, etc., on commence enfin à produire un service et à le vendre. Par contre, on est encore, à ce moment-là, en train d'utiliser son revenu pour rembourser sa dette, etc. On fonctionne toujours avec un résultat opérationnel négatif. En général, c'est au bout de 5 ans, en moyenne, qu'une entreprise commence. Une bonne entreprise, hein, et la plupart des boîtes, comme je vous le dis, elles sont déjà mortes. Hein. Mais les bonnes boîtes, celles qui vont réussir à être ce qu'on appelle market fit, à trouver des parts de marché, elles vont obtenir un revenu qui va surpasser le remboursement des charges de dette, ou évidemment, dans ce cas-là, on roll la dette, mais on a un bénéfice qui est supérieur à la charge de cette dette. Et on obtient un résultat net positif. En général, c'est à peu près à 7 et 8 ans que les entreprises commencent à verser un dividende. C'est-à-dire qu'elles ont stabilisé leur modèle économique, équilibré la dette, les revenus nets sont là et sont stables, et à ce moment-là, on a un business model qui fonctionne, et on commence à distribuer une rémunération directe aux shareholders. On extrait une partie du bénéfice directement dans la poche du détenteur de titres. Ok? Hyper important de comprendre ça, d'accord? Donc, c'est pas anormal de voir ces blockchains perdre de l'argent au début. Vous devez voir effectivement cette courbe tirer vers 0. Donc vous voyez que par exemple, Multiverse X, c'est pas trop mal. Mais encore une fois, il va falloir être market fit. Moi je vous le dis, c'est toutes ces machins là, ces tokens qui servent à rien. Je comprends toujours pas. Hein, mais pour l'instant, il s'agit de dire, elles ont dépensé du pognon. Mais c'est make it rain. Et à partir de là, la question, c'est est-ce que ça va réussir à générer des profits? Si c'est oui, est-ce que ça va justifier le niveau de valorisation? C'est là où je suis un petit peu plus pessimiste. Donc on fait attention à tout ça. Mais on voit qu'ici, effectivement, c'est pas trop mal. Maintenant, attention, hein, 2023, on n'est même pas au début de l'année. Donc là, c'est de dire, ils ont déjà commencé à cramer 27 millions. À ce rythme-là, à la fin de l'année, ils sont à 100 millions. Hein, donc il va falloir commencer à être profitable quand même sur ces boîtes-là, mais on voit quand même la trajectoire de réduction des pertes, ce qui est plutôt pas mal. Ok, donc vous voyez un peu le délire. Si on va sur d'autres, par exemple Filecoin, hop, pareil, on regarde, ici on est en perte et on est en processus de stabilisation de la perte, le but étant derrière d'être profitable. Mais encore aujourd'hui, on ne l'est pas. Et attention, chaque année se rajoute à qu'est-ce que tu branles en fait. Au bout d'un moment, soit tu sers à rien, il faut mourir, soit on l'a dit, tu as un bien public, c'est-à-dire que ton objectif n'est dans ce cas-là absolument pas d'être profitable. Regardez en soi l'État. Est-ce que l'État est profitable? Non. L'État s'endette de plus en plus. Alors il y a des gens qui sont débiles et qui utilisent ça à des fins politiques pour dire « Ah là là, la dette, c'est pas bien ». Je rappelle, la dette d'État, on s'en tamponne. C'est juste où va l'argent. D'accord? Cet argent, il doit être dépensé pour des biens communs. Et l'État n'a pas pour vocation d'être profitable, absolument pas. C'est là où il faut donc, comme on l'a dit, bien différencier deux modèles économiques. Vous avez un modèle économique financier à extraction de valeur qui est pour de l'investissement, dans lequel on peut acheter et investir pour extraire de la valeur. Mais si on essaie d'en extraire trop, attention, il y aura probablement des copains qui vont venir et qui vont faire moins cher. Et la plupart des cryptos ont un modèle non profitable, c'est-à-dire soit légèrement en perte, mais le bénéfice apporté est supérieur à la perte, c'est-à-dire dans ce cas-là, j'utilise ce réseau et je paye pour l'utiliser, et entre ce que je paye et ce que je reçois en participant à ce réseau, je paye plus que je reçois. D'accord? Mais le fait d'être partie prenante dans ce réseau fait que je reçois quand même une partie de ce que je paye. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Okay? Et c'est là où on a donc dans ce cas-là une notion d'utilité. Plus vous utilisez un réseau, plus en soi vous avez intérêt à participer, à être partie prenante dans la sécurisation de ce réseau, etc. Et dans ce cas-là, plus vous participez à ce réseau, plus vous recevez des rewards de ce réseau, plus votre activité personnelle est subventionnée. Concrètement, vous allez même jusqu'à utiliser le réseau gratuitement, ou alors, comme on l'a dit, il y a un coût inhérent, c'est-à-dire que vos recettes sont inférieures à vos dépenses dans ce réseau, vous dépensez un peu d'argent pour utiliser ce réseau. Mais souvent, vous allez en tirer un bénéfice. Et comme on l'a dit, la plupart du temps, ce bénéfice, c'est une résistance à la censure, etc. etc. Okay? Donc, encore une fois, si vous cherchez des réseaux qui ne sont pas censurés, de base, ça sent mauvais, puisque les blockchains sont principalement là pour vous apporter ce service de résistance à la censure et d'immutabilité.
Ça vous apporte la garantie d'une sécurité et la garantie d'une non-censure. C'est à ça que servent les blockchains. Donc la plupart du temps, posez-vous la question de pourquoi vous utilisez une blockchain pour ce service. Si la réponse est parce que ce service pourrait être censuré, hop, bonne réponse. Ok ? Ce service peut être en soi à perte, c'est-à-dire que vous allez quand même dépenser plus que ce que vous recevez en utilisant ce service. C'est le coût inhérent d'un bien commun. C'est le coût inhérent d'une résistance à la censure. D'accord ? Sinon, vous allez utiliser le même système centralisé. Lui, il pourra être censuré et il vous coûtera moins cher probablement. Vous comprenez pourquoi ce qu'on a dit avant était important ? Voilà, donc CQFD. Ok ? Maintenant, il faut qu'on creuse un petit peu plus aux autres modèles économiques qui pourraient devenir profitables. Puisque, comme on l'a dit, à l'intérieur de ce système-là, si je reviens sur Ethereum, il y a un point très important à comprendre, c'est de dire, voilà, la part relative, c'est de dire des fees qui sont collectées, quelle est la part qui sert à valider, d'accord ? Puisqu'on l'a dit, c'est tout ce qui est, entre guillemets, hors revenu de validateur. Donc par exemple, si on prend des blockchains Cosmos, si je vais par exemple sur Minscan, d'accord, quelle est la part des revenus qui part au validateur ? Comme on l'a dit, il y a toute la partie gas fee, c'est-à-dire les frais de transaction partent au validateur, et une partie de l'inflation aussi, puisqu'on a 15% d'inflation, enfin c'est une inflation variable sur Atom. Bon, partons des 15% actuels, d'accord ? De ces 15% sont redistribués donc au token holder, donc là encore une fois partie prenante, vous n'êtes pas dilué par cette inflation si vous participez à la sécurisation du réseau. Si vous êtes juste là pour acheter le token et get rich quick, eh ben vous allez juste être dilué par l'inflation. Donc c'est encore une fois, c'est une punition à celui qui détient le token mais qui ne l'utilise pas ou qui ne participe pas au réseau. Celui qui est juste là pour immobiliser du supply, il est sanctionné par l'inflation. Cette inflation est variable, mais c'est surtout donc une partie de cette inflation est perçue par le validateur pour ses coûts de fonctionnement. Donc attention, par exemple, il faut retirer ça. Ça, encore une fois, c'est une part du revenu qui sert à financer la sécurité dans les blockchains Cosmos. Donc dans un modèle d'application de calcul comme ça, sur une blockchain Cosmos, une partie, encore une fois, des revenus est à retirer des bénéfices nets, puisqu'elle sert, encore une fois, dans la colonne des dépenses. Elle sert à financer le fonctionnement des validateurs. Tout le reste de l'inflation, comme on l'a dit, c'est juste une redistribution de l'argent. Hein, c'est une perte pour ceux qui ne stakent pas, c'est un revenu pour ceux qui stakent. Ce revenu, il ne sort pas de nulle part, il n'est pas créé ex nihilo, il est créé par la perte relative et dilution de valeur de ceux qui détiennent juste des atomes sans les staker. Ok ? C'est vraiment aussi simple que ça. Voilà le système. Donc, si on se base sur un truc comme ça, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, le modèle économique d'une blockchain Cosmos, il est très probablement soit à l'équilibre, soit à perte, selon la part relative qui est perçue par les validateurs. Et si le service qui est rendu extrait très peu de valeur pour que le validateur 7 fonctionne et que le modèle économique tourne, vous aurez probablement une blockchain profitable. Mais encore une fois, si vous essayez d'être très profitable, concrètement, vous faites payer cher votre service, vous prenez des gas fees relativement élevés pour ce service. Attention, encore une fois, quand on est dans un écosystème de blockchain open source. Vous avez un copain qui peut juste redéployer votre code avec 3-4 modifs et dire concrètement, moi je vais juste faire moins cher. Et du coup, vous avez vos utilisateurs qui vont se barrer sur le service connexe. Donc attention, c'est là où j'ai toujours dit, la plupart des blockchains Cosmos et les modèles économiques open source et distribués sont probablement des modèles qui auront du mal à extraire de la valeur. Ce sera surtout, encore une fois, des blockchains de bien commun. Pour la plupart, elles vont trouver une forme d'équilibre entre le coût d'utilisation et la redistribution de richesse à l'intérieur des participants au réseau, a.k.a. partie prenante. Je vous l'ai dit, je vous le redis, les blockchains Layer 1 Cosmos sont pour la plupart des blockchains qui ne pourront pas vous rendre riche. Ce sont des blockchains qui vont surtout vous permettre une utilisation gratuite du système, voire éventuellement une petite extraction de valeur pour celles qui arriveront à exporter leurs tokens. C'est-à-dire à obtenir des revenus extérieurs au simple transaction fee du service de la Layer 1 sur laquelle vous êtes. C'est là où, pour ma part, il y a donc, parmi les tokens du top 100, des tokens qui ont une possibilité à devenir des blockchains profitables, des tokens profitables qui généreront des revenus supérieurs à leur coût inhérent de fonctionnement. Lesquels ? Eh bien, il y en a plusieurs. Donc celles qui rendent un seul service, mais un service dans lequel les gens sont prêts à payer très cher, plus que le coût inhérent, et là on l'a dit, ce sont probablement des cas d'usage très censurés, d'accord, où évidemment dans ce cas-là, le surcoût de la blockchain pour lutter contre la censure sera même positif. Les gens seront prêts à payer beaucoup plus cher dû à cette incensurabilité et immutabilité.
L'autre cas de figure, pour ma part, c'est encore une fois de rayonner, c'est-à-dire de créer un écosystème parmi lequel vous allez extraire des revenus subsidiaires de sous-réseau. C'est là où on a vu cette belle lurie des Layer 2 qui donnent de la valeur au Layer 1 pour Ethereum. Okay, des Layer 3 dont certains parlent qui pourraient permettre une extraction de valeur au niveau Layer 2. Ou pour ma part, les Layer 1 horizontaux, type par exemple Avalanche, Polkadot, qui ont donc des sous-réseaux desquels ils tirent une part de leurs revenus. Chez Polkadot, encore une fois, quand vous faites vos auctions, c'est-à-dire pour obtenir une parachain, il faut bloquer des jetons DOT, les retirer de la circulation. Ok ? Chez Avalanche, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil, les subnets, pour participer au modèle économique du subnet, donc pour être un validateur, il faut valider la main chain. Et le main chain nécessite 2000 AVAX. Donc concrètement, toute personne qui veut participer au modèle économique d'un subnet doit dépenser 2000 AVAX, au minimum. Donc encore une fois, il y a une forme de ruissellement dans le modèle économique d'Avalanche. Donc Polkadot, est-ce qu'on a un modèle économique qui pourrait être profitable? Oui, dû là encore une fois à la stabilisation de ses dépenses et à la création de revenus divers qui ruissellent sur le protocole essentiel. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, Avalanche n'est pas obligé de burn ses propres tokens pour être profitable. Il peut percevoir de la valeur indirecte de par exemple, l'utilisation des subnets ou l'utilisation des parachains. Okay, mais encore une fois, et pourquoi je vous avais averti des gros dangers d'Avalanche et tout ça en 2021, c'est parce que les dépenses d'Avalanche en 2021, vous allez voir ce que c'est à dormir par terre. Bref, encore une fois, l'inflation, le nombre de tokens mis à disposition de la team, etc. C'était une catastrophe pour Avalanche. Alors, je ne sais pas s'il est dans le truc. Il me semble qu'elle y est, Avalanche. Voilà. Donc, on fait gaffe. Hein, regardez, encore une fois, les revenus, d'accord, c'est des dépenses astronomiques. C'est des pertes à tout bout de champ, d'accord. Et là, en pire, hein, les pertes sont en train de se creuser. Donc, on fait attention, encore une fois. Ces modèles doivent redevenir profitables, sinon ça sent mauvais. Donc, on fait attention. Tout ce qui n'est pas relatif de l'inflation, dilution des tokens, etc., il faut faire attention à ça. C'est vu, pour ma part, comme des dépenses. Et là encore, ils ne comptent que token incentive. Pour ma part, ici, ils ne prennent pas en compte l'inflation, c'est-à-dire la dilution des tokens de la team, etc. Ce qui est, pour ma part, encore une fois, un modèle énormément avantageux pour ces trucs-là. Si on prenait en compte l'inflation, pour ma part, les pertes relatives ici sont juste dramatiques. C'est-à-dire le coût inhérent de la blockchain est juste absolument fou furieux. Ok ? Donc on fait attention, maintenant une bonne partie de ces tokens sont réachetés et réabsorbés, donc je comprends qu'ils ne les aient pas mis dans leur modèle. Mais bon bref, encore une fois, toutes ces blockchains fonctionnent à perte, hein, il s'agit bien de le comprendre. Donc on fait gaffe, le but ici est donc de stabiliser la partie dépenses et privilégier derrière une partie revenu, principalement par du rayonnement. Parmi ces blockchains-là, on l'a dit, il y a des candidats tout connus, notamment effectivement des blockchains comme Chainlink, qui est aujourd'hui un réseau d'oracles, c'est-à-dire qu'il y a des oracles qui réalisent leurs services sur le réseau Chainlink. Donc là, encore une fois, on a la mise en place d'une extraction de valeur potentielle qui pourrait être profitable, Polkadot, Avalanche, tout l'écosystème Cosmos autour d'Atom qui vend sa sécurité. Voilà, donc tous ces systèmes-là, d'accord, qui pour ma part sont dans la liste des blockchains que moi je considère comme étant potentiellement profitables dans un avenir proche, c'est-à-dire justement l'intérêt pour moi de l'année à venir 2023-2024, ça va être de voir parmi ces modèles économiques potentiellement profitables qui va se détacher. Est-ce que les trois vont se détacher? Qui va se détacher avec le plus de vélocité, etc., etc. Qui aura le business model le plus stable? Puisque comme je dis, celui qui va chercher à extraire le plus de valeur pourra aussi être sanctionné par une moindre utilisation. Encore une fois, le fait d'extraire plus de valeur dans des technologies distribuées, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc on fait attention encore une fois. Voilà, écoutez, maintenant vous savez tout donc sur le modèle de profitabilité des blockchains. Ça vient s'additionner, hein, comme je l'avais bien dit en intro, aux vidéos précédentes, c'est-à-dire que ça ne s'extrapole pas sans les autres. Il s'agit donc bien de comprendre que de toute façon, un modèle économique qui ne pourra pas, économiquement parlant, justifier sa dépense de mise en infrastructure, c'est de toute façon des protocoles qui ne pourront pas être profitables. Dans ce cas-là, ce sont au mieux des biens communs qui sont utiles pour les parties prenantes qui participent à ce réseau. Mais ces parties prenantes doivent être en utilisation du réseau, sinon ça sert à rien. Encore une fois, c'est QFD. Si vous achetez des blockchains qui n'ont aucune viabilité de profitabilité, putain, pourquoi vous achetez les tokens si vous les utilisez pas? Si vous n'utilisez pas la blockchain, arrêtez, ça sert à rien. Vous n'êtes pas en train d'investir, vous êtes en train de subsidier la dépense de cette blockchain. Concrètement, vous l'achetez pour qu'elle puisse fonctionner. Mais c'est vous le dindon de la farce, c'est vous qui payez. Concrètement, comment voulez-vous gagner de l'argent
sur quelque chose qui n'est pas profitable, vous ne faites que parier sur l'éventuelle profitabilité future de ce truc-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien mal comprendre le modèle économique de la blockchain. Pour la plupart des services qui sont rendus par les tokens du siècle, etc., sont des services qui ne sont pas profitables face à des services centralisés équivalents. Et donc moins chers. Ok ? La plupart du temps, ces tokens-là servent un service de quelque chose qui existe déjà. On l'avait déjà dit. Existe-t-il un business existant qui résout déjà ce problème? Si la réponse est oui, la plupart du temps, derrière, le coût infrastructurel de la mise en place d'une décentralisation ne sera pas justifié si elle n'est pas nécessaire. Ça va juste être un surcoût. Autrement dit, vous achetez ce truc-là et vous utilisez ce protocole-là parce qu'il est dit blockchain. Mais concrètement, ça ne sert à rien de foutre une blockchain sur ce truc-là. On l'avait bien dit, donc on fait attention. Mais parmi les tokens qui ont de la valeur, ce qui est intéressant, c'est donc de voir ceux qui vont réussir à rayonner et à extraire des bénéfices. Ceux-là de tokens, vous pouvez investir dessus, avec de vraies rentabilités futures. Mais par contre, encore une fois, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a de la compétition et il est peu à imaginer pour ma part qu'il y aura 5-6 acteurs. Encore une fois, tout comme Ethereum a réussi à extraire sa valeur et à justifier aujourd'hui ses niveaux de valorisation, je pense qu'un ou deux maximum vont sortir de ces alt layer 1 de l'année passée et réussir à stabiliser un modèle économique rentable. Une fois que ces blockchains deviendront rentables, encore une fois, là vous pourrez prétendre à des revenus subsidiaires par l'extraction de valeur. Sinon, la seule chose que vous faites, encore une fois, c'est des Ponzi. Ça veut dire que vous ne pouvez gagner de l'argent que si quelqu'un derrière est prêt à rentrer plus haut que vous dans le même Ponzi. Quelque chose qui ne génère pas de profit et qui n'a pas de capacité à en générer dans un avenir proche, si vous l'achetez dans le but de le revendre plus tard, vous n'êtes pas très malin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça suffira pour aujourd'hui. Ciao, ciao!